Bien, bonjour à tous. On va commencer ce nouveau plateau de l'AFC avec les jeunes chirurgiens viscéraux. Donc aujourd'hui, on accueille Cécilia Fransconi de Marseille, Cyril Pernaut de Nancy et Loïc Gouchon de Valenciennes. Très bien. Alors, honneur aux dames. Cécilia, qu'est-ce que tu as vu comme session intéressante? Alors, donc moi, je suis allée me concentrer sur la session face-à-face en chirurgie digestive. Donc, on a abordé 3 thèmes. La thoracoscopie pour œsophagectomie ventrale versus latérale. Puis ensuite, on a parlé du face-à-face entre la stomie première en cas de cancer du sigmoïde en occlusion et la résection anastomose première. Et ensuite, on a parlé de la technique du wait and watch pour les cancers du rectum en réponse complète après radiochimiothérapie. Donc c'était assez vaste et hétéroclite. Tu peux nous faire une petite synthèse, voir ce que tu as retenu qui est intéressant pour les jeunes chirurgiens? Alors sur la thoracoscopie, évidemment c'est extrêmement intéressant. Nous les jeunes, je pense qu'on aime beaucoup la chirurgie mini-invasive. Donc évidemment c'est très attirant. Après en pratique, je pense que c'est les débuts. C'est pas facile. Il y a eu beaucoup de discussions entre ventrale, latérale pour l'exposition, puisqu'en ventrale apparemment on peut garder une ventilation bipulmonaire, donc c'est mieux pour le malade, il y a moins de complications respiratoires. Il semblerait que le curage soit également mieux en ventrale, puisque la médiastinectomie complète est plus facile. Toujours est-il qu'on parle de quelques malades, de petites séries, des séries qui sont non randomisées, qui ne sont pas comparées en termes de morbimortalité pour l'instant de façon bien claire à la thoracotomie habituelle. Donc évidemment très attirant, mais après de là en tirer une vraie conclusion à la fin de cette session, c'est compliqué. Et Denis Collet, qui en fait pas mal à Bordeaux, oui, il a une belle série. C'était quoi sur sa série, ça donnait quoi? Alors, parce que là c'est homogène, Le problème c'est que c'est très attirant, il y a quand même une centaine de malades, ça fait un moment qu'il en fait, donc je pense qu'il a l'expertise. Lui il fait du latéral pour pouvoir avoir premièrement une thoracotomie facile en cas de complications, notamment vasculaires. Ce qui était décrié en face en disant mais on peut très bien faire une thoracotomie postérolatérale en cas de complications. Bon, après moi j'y connais rien, donc voilà. Et deuxièmement, il a un petit peu l'attitude lilloise de dire ok pour la thoracoscopie, mais il ne faut pas changer la technique en fonction de la voie d'abord, et il faut que l'anastomose reste exactement la même pour diminuer le taux de fistule, et donc c'est mini-thoracotomie en fin d'intervention pour faire une anastomose manuelle quand même. Ok. Donc c'est du mini-invasif un peu arrangé. Donc en conclusion, tu retiendrais quoi toi? Que tout est ouvert pour l'instant parce qu'il n'y a pas des niveaux de preuve qui sont suffisants? Il y a quelques études avec peu de malades qui sembleraient dire que finalement le bénéfice il est surtout à la célioscopie qu'à la thoracoscopie. Après c'est des petites séries de 4-30 malades. Donc je pense que ça serait intéressant d'avoir une vraie étude randomisée, multicentrique avec... Donc rendez-vous dans quelques années quand tu seras plus jeune, mais moyen jeune quoi. Bah c'est que pour l'instant c'est une affaire d'experts. Hein. Voilà. Comme tu l'as dit, un temps abdominal a été validé d'un point de vue... scientifique. Maintenant, la faisabilité est démontrée, il reste à trouver la, je crois la meilleure solution. Je crois qu'on a parlé il n'y a pas longtemps d'une étude qui devrait apparaître bientôt, justement pour comparer l'effet de la thoracoscopie en plus de la laparoscopie. Donc, on devrait avoir les résultats dans pas très longtemps, du coup, si on en inclut... Très bien. Et alors, deuxième sujet, c'était un sujet assez ancien, toujours d'actualité. Ouais. La colostomie première, résection anastomose. On a eu un moment il y a quelques années les stents qui sont apparus et puis finalement d'un point de vue oncologique maintenant on considère que ça pose des problèmes, donc on revient sur des techniques chirurgicales. Qu'est-ce que tu en as retenu? Alors vu qu'on en parle souvent, que ce soit en cours, que ce soit en RCP, que ce soit en local, en congrès, enfin un peu partout, je trouve que le débat, peut-être que si on n'arrive pas à y répondre, c'est peut-être qu'il n'a pas lieu d'être en fait. Parce que finalement, il y a des bonnes indications de stomie première pour plein de raisons différentes, puisque Jérémy Lefebvre avait tendance à dire que le jeune assistant à 2h du matin, la stomie première c'est peut-être une très bonne indication, il a probablement raison. Après, si c'est en journée et si c'est un chef un peu plus aguerri, peut-être que c'est pas toujours la meilleure solution. C'est sûr que la résection anastomose elle demande plus de temps, il faut faire le lavage colique, il y a quand même risque de fistule, même si Valérie Bridoux avait tendance à dire que le calibre du côlon redevenait normal après lavage. Bon, on a du mal à y croire quand on l'a pas fait. Après, est-ce qu'il ne faut pas juste adapter la technique en fonction de la situation, de l'heure, de qui le fait, de quel est le malade? Parce que même si on est en pleine journée avec un chef qui a quand même de la bouteille, à 90 ans, aller faire une résection anastomose s'il est en choc septique ou en hypovolémie, ça donne pas très envie quand même. Donc est-ce qu'il y a vraiment discussion? Et la colostomie, c'était colostomie élective ou c'était colostomie sous célioscopie? Parce qu'il y a la voie d'abord n'a pas été discutée. Voilà, parce que, bon, mais c'était de proche amont. D'accord, mais parce que dans
Le réaprésal un peu de la colostomie, c'est aussi le fait de pouvoir le faire en célioscopie qui permet un staging et Exactement, parfois de choisir, de dire finalement la tumeur elle est, S'il y a de la elle est facile à carcinose, enlever, etc. Je vais faire une résection première plutôt que la dérivée. Mais souvent dans un contexte d'occlusion, c'est pas facile de faire de la célio et d'y voir clair, quoi. Donc, Après, on peut faire une mini laparotomie aussi, hein, mais oui, une grande laparotomie. Voilà. ou une grande D'accord. laparotomie, Ok. ça dépend. Et comme message, parce que les recommandations qui datent maintenant d'il y a presque 20 ans, 98, sur le cancer du côlon en occlusion, c'était la stomie de Proche-Amont. Donc on a dit que le stent n'était plus d'actualité. On peut dire, est-ce que tu considères que c'est encore un standard et dans des situations particulières, on peut aller plus loin et justement faire des résections anastomoses? Ou quel message vraiment tu te donnerais aux plus jeunes, aux internes et aux jeunes chirurgiens? Mettons, imaginons, ça serait moi qui serais devant la situation. Bah, si j'ai quelqu'un de 30 ans en bon état général qui tolère bien son occlusion, qui n'est pas hypovolémique, qui n'est pas... je comprends qu'on ait envie de faire une résection anastomose. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter à la situation, à la fois sur le plan organisationnel et sur le plan médical. Mais pour des jeunes, est-ce que c'est le message, c'est de dire on vous en voudra jamais de faire une colostomie parce que ça se passera toujours bien. Oui, et encore, moi mes deux dernières, elles sont compliquées. Hein. Il y a une cellulite péristomiale, c'est pas toujours si simple, c'est pas aussi rose qu'on veut bien le dire. C'est peut-être, la colostomie, personne ne reprochera jamais d'avoir fait une colostomie et de ne pas s'être lancé sur des actions. En revanche, l'inverse, Non, il ne faut juste pas croire que c'est sans complications non plus. Bien sûr, mais c'est quand même grave, un cancer du côlon en occlusion, c'est 10% de mortalité, quel que soit le choix des stratégies. Et il y a la cause qui est le cancer et la conséquence et la complication qui est l'occlusion. Donc on se doit de traiter l'occlusion quoi qu'il arrive. Donc je crois que la colostomie, très bien, c'est un standard. Il faut faire quelque et chose après, rapidement. on peut discuter en fonction, comme tu l'as dit, du malade et aussi de l'environnement médical dans lequel on est, en fonction du temps, de l'expertise, etc. Et éventuellement, on peut faire des choses un peu plus radicales si les conditions le permettent. Après, il y a un petit détail aussi dans la résection première, c'est que même si le malade se présente dans de bonnes conditions et qu'on dit on est des bonnes conditions, le côlon d'amont, il n'a jamais été exploré au préalable par une endoscopie. C'était un des arguments de Jérémy Lefebvre. Et c'est colostomie, c'est pas très fréquent, mais de temps en temps, on a un l'occlusion. deuxième cancer dans le côlon, et si on fait une résection anastomose dans un premier temps, on risque de se retrouver avec un deuxième cancer. C'était un de ses arguments, oui. Bon. C'est valable. Alors, troisième sujet, traitement personnalisé du cancer du rectum. Pour ou contre une attitude watch and wait? Après traitement médical premier. C'est radiochimiothérapie conventionnelle néoadjuvante. Et en cas de rémission complète, quoi faire? Est-ce qu'on s'adapte à la stratégie de wait and watch de Abragama ou est-ce qu'on continue de faire ce qu'on était en train d'étudier? Alors soit tumorectomie de clôture dans le cadre de l'essai Grécard, soit est-ce qu'on se lance dans de la surveillance même si c'est pas recommandé, ou est-ce qu'on continue de faire une prothectomie qui est encore validée de façon standard? J'ai l'impression que on n'ose pas trop répondre parce qu'on n'a pas envie de mettre le traitement curatif du patient à défaut. Et pour l'instant, le message qui finalement était assez concordant entre Philippe Rouanet et Jean-Jacques Tuèche, c'était de dire très bien, dans le cadre d'études, étudions-le. C'est très intéressant de voir ce qui se passe. Mais dans le cadre hors essai, c'est-à-dire dans des centres qui ne peuvent pas inclure des malades, continuons de faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire une prothectomie complémentaire. Parce que, alors c'est vrai que ça, j'en avais pas forcément conscience, mais il disait que la réponse complète, elle était parfois traite, c'est-à-dire que sur la muqueuse, il n'y avait plus rien et que les nodules étaient souvent en profondeur. Mais ça, c'est vrai que la tumorectomie de clôture, normalement, elle répond à cette question du coup. S'il y a un nodule en profondeur, on devrait le savoir. Il y a ça, et puis il y a le problème du staging initial et de l'impasse ganglionnaire. Donc il y a tout ça qui se mélange, qui fait que pour l'instant on ne peut pas avoir des recommandations claires. D'autant plus qu'Abragama n'utilise pas du tout le protocole qui est validé en France. Donc elle a son protocole à elle. Donc est-ce qu'on peut adapter des résultats outre-Atlantique d'un protocole que nous ne faisons pas? C'est un peu dangereux. C'est des raccourcis dangereux. Il y a d'autres équipes qui ont essayé, qui ont eu la même étude qu'elle, qui ne retrouvent pas du tout les mêmes résultats qu'elle. C'est pour ça que c'est... Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. C'est un exemple de progrès ou de stratégie médicale qui a été validé par un centre expert et une étude monocentrique. Donc avant de pouvoir le diffuser, il faut que ça soit diffusable dans d'autres équipes, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc avant de le diffuser en pratique courante, on est obligé de passer par des études, comme tu l'as souligné. Donc je pense qu'actuellement, je ne sais pas si tu es d'accord, mais on ne peut pas considérer que ça soit un standard et ça doit encore être évalué, voir est-ce que ces résultats qui ont été obtenus sont reproductibles ou pas, avant de pouvoir le valider. Après, à l'inverse de tout à l'heure, pour des patients extrêmement âgés qui ont très très bien répondu, peut-être que hors protocole, on peut quand même se permettre d'avoir des stratégies de ce genre, parce qu'à 95 ans, une prothectomie, ça se passe généralement pas toujours bien. Donc peut-être qu'on peut quand même la garder sous le coude, cette attitude. Mais bon, pas pour les jeunes en curatif, quoi. Merci beaucoup Cécilia. Donc on va avancer avec Cyril Perrenot, donc il va nous parler un peu des mises au point sur le robot. C'était ça? C'était le point de vue des chirurgiens sur le robot.
Oui, le thème de la session, c'était le robot en chirurgie hépatique. Ouais. Donc spécifiquement en chirurgie robotique du foie en 2017, c'était le thème. Donc voilà. Donc il y avait pas mal de choses intéressantes de dites. La première question, c'était est-ce qu'on le comparait avec de la chirurgie ouverte ou de la chirurgie cœlioscopique? Si on compare avec la cœlioscopie, si on fait le même geste avec un robot ou du matériel de célo, si on sait faire le geste, on a les mêmes résultats. On arrive à faire pareil. Si on arrive à faire avec le robot des gestes qu'on aurait fait en laparotomie, on va gagner de la morbimortalité, on va gagner de la durée de séjour, on va gagner en perte sanguine. Ça, c'est des résultats qu'on a pour toutes les... Alors les pertes sanguines, moi, je mettrais juste un petit bémol. C'est que dans toutes les séries de chirurgie robotique qui sont allées au bout de la procédure, effectivement, il y a moins de pertes sanguines parce que c'est quand même un prérequis pour pouvoir aller au bout du geste. Donc tu fais en sorte que ça saigne pas pour pouvoir finir ton geste. Oui. Mais c'est en intention de traiter que ça peut être intéressant. Parce qu'autant dans la chirurgie pancréatique, etc., on peut faire de la chirurgie sans trop que ça saigne, autant dans la chirurgie hépatique, c'est un des problèmes majeurs. Et si la conversion, elle se fait que tu as mis 300 ou 400 cc au tapis, sur une lobectomie gauche laparo, tu mets pas 300 ou 400 cc au tapis. Donc il faut le moduler un peu dans ça. Quoi, voilà. Ouais, c'est sûr qu'on avait l'impression que les équipes qui en faisaient beaucoup pouvaient aller très loin, c'est-à-dire quitte à dépasser les recommandations de la conférence de consensus qui dit que les résections laparoscopiques, les résections hépatiques majeures, pour le moment, ne doivent pas être faites en routine en chirurgie mini-invasive, ou les segments postéro supérieurs, ou les grosses tumeurs. Le robot pourrait peut-être permettre de dépasser ces limites. Le gros blocage, c'était l'absence de système CUSA. Pour la parenchymotomie, ça bloquait tous les chirurgiens robotiques de la salle qui disent voilà, effectivement, actuellement, je ne fais pas de chirurgie hépatique majeure robotique parce que j'ai pas de CUSA. Ou alors je le fais avec un chirurgien cœlioscopique qui a un CUSA à côté de moi et je dissèque avec le robot. Ça veut dire 2 chirurgiens hépatiques pour faire une opération. Et toi, tu viens d'un centre qui est équipé en robotique. Donc en tant que jeune chirurgien, qu'est-ce que tu penses de l'apport du robot en dehors de la faisabilité technique, de l'apprentissage et de la rapidité d'apprentissage de gestes un peu compliqués? Parce que dans chirurgie digestive, pour l'instant, le robot n'a pas démontré de supériorité pour les patients. Et par contre, est-ce qu'il ne rend pas accessible des gestes compliqués qui demanderaient peut-être de nombreuses procédures en chirurgie, soit cœlioscopique, soit par laparotomie, et que finalement, ça rend les choses plus accessibles pour les jeunes, surtout la génération que vous êtes, où vous êtes habitué à travailler en 3D, à travailler en tactile, quoi. Qu'est-ce que tu en penses, toi qui viens d'un centre Moi, je pense où que on pratiquait le robot? C'est évident que c'est plus facile d'apprendre la chirurgie robotique que d'apprendre la chirurgie cœlioscopique. C'est plus rapide pour le jeune chirurgien de se mettre à cette technique-là. C'est aussi pour différentes raisons. Hein. Au bloc opératoire, les chirurgiens robotiques vous disent ils n'ont quasiment pas besoin de leur aide. Il ne tient pas la caméra. Il peut éventuellement se mettre à la deuxième console pour faire le geste et pas juste tenir la caméra et soulever sa pince. Parce que si vous faites ça, ça vous demande déjà une grande concentration. Hein. Être aide d'une chirurgie laparoscopique, ça consomme quasiment toute votre énergie. Vous apprenez pas le geste, vous aidez, vous essayez d'aider au mieux, ça consomme. Moi, quand j'aide un foie célio, j'ai pas vu ce qu'avait fait le chirurgien, j'ai essayé de faire au mieux ma tâche d'aide et ça a déjà consommé une grande partie de ma concentration. Au robot, on regarde ce que fait le chirurgien quand on aide. Et je pense qu'on progresse plus vite comme ça. Et alors il y avait un item, c'était quand est-ce que c'est inutile? Alors c'était, est-ce que tout le monde était d'accord pour certaines procédures qui ne doivent pas être faites en robot? Tout du moins pour l'instant. Alors il y avait des limites où c'était dangereux. Effectivement, toute nouvelle technique, si c'est dangereux, il faut éviter. Le donneur vivant, il y avait des complications graves sur des choses bénignes. Les grosses tumeurs, les tumeurs de plus de 10-15 cm, effectivement l'intérêt de les faire avec le robot paraissait limité. Les hépatectomies complexes, les réhépatectomies, à partir du moment où il y a beaucoup d'adhérence et qu'on n'a pas d'espace, il faut faire de la chirurgie par laparotomie. Voilà en gros les limites qui étaient fixées. C'est à peu près les mêmes qu'en laparoscopie. Il n'y a pas de gestes qu'on ne doit pas faire spécifiques au robot, à l'approche robotique. Non, le robot... C'est à peu près les mêmes que c'est l'abord mi-invasif en fait. Oui, le robot on a l'impression, au contraire dans les messages que j'ai entendus, moi c'est plutôt au robot on fera un peu plus compliqué qu'en cellio et on va pouvoir aller peut-être dépasser dans les années à venir les limites qu'on avait avec la cellio pour la chirurgie hépatique.
Un des gros avantages du robot par rapport à la celluloscopie classique, c'est que la celluloscopie, c'est assez adapté pour les exérèses. Et tout ce qui est reconstruction, c'est plus difficile et le robot a un avantage. Là, en chirurgie hépatique, on va dire standard, sans reconstruction, on est dans les gestes d'exérèse. Donc, est-ce que le robot donne un avantage sur la dissection, sur l'exposition? Comment tu vois les choses? Il a ce grand avantage sur la reconstruction. Sur la dissection, il a quand même des avantages de vision, de stabilité, de calme. Pour moi, la chirurgie hépatique, c'est une chirurgie calme, mais une chirurgie robotique, c'est une chirurgie où le chirurgien il est plus calme que sur une chirurgie celluloscopique conventionnelle. Je pense que ça, en dehors de la reconstruction, là, le débat il est clairement en faveur de la robotique. Même pour la dissection et même pour faire l'exérèse d'une pièce, le robot il a quand même des avantages. Après, il faut rajouter la dimension coût, qui à un moment donné doit être considérée, surtout la dernière génération, puisque les pinces ne sont pas compatibles avec l'ancienne, elles coûtent plus cher. Elles ont une durée de vie qui semble être un peu moins bonne, plus fragile. Donc le coût à un moment donné va entrer dans la balance entre la cellio et le robot, parce que soit il y a un écart important pour le patient et donc bon, on peut accepter un surcoût, mais si la différence est ténue, le coût va rentrer dans la balance, quoi, hein, parce que vraiment c'est un système qui n'est pas abordable par tous les centres, ni en achat ni en maintenance. Oui. Après, il manque en fait de la concurrence en fait sur ce secteur peut-être. Oui. Après sur la chirurgie hépatique, par rapport à d'autres sujets pour la chirurgie robotique, c'est quand même des chirurgies qui payent assez bien. Donc pour des chirurgies complexes, c'est ce que j'avais ressenti des orateurs qui en faisaient beaucoup. Une lobectomie gauche, ça va pas rapporter beaucoup. Si on fait de la chirurgie un peu plus lourde, on peut se le payer. C'était un peu tu es d'accord pour dire que c'est actuellement pas un standard, mais les choses évoluent parce qu'il y a quelques années, le robot s'est développé. Maintenant, on commence à parler de gestes très complexes, chirurgie hépatique. Donc peut-être dans quelques années, on aura la réponse, mais pour l'instant, on ne peut pas considérer que ce soit un standard. Tu es d'accord en tant que jeune chirurgien ou... Oui. Moi, je suis d'accord que c'est pas un standard, mais je sais que ça sera l'avenir peut le devenir. De la chirurgie, ça peut le devenir. En robotique au sens large, cette machine-là ou une autre, ou toute forme d'amélioration du geste, ça sera le... Oui, éventuellement d'autres... Ouais, je pense que la vraie révolution, ça sera le monotrocar, à mon avis, face à la celluloscopie. Le robot monotrocar. Merci. Ok, merci Cyril. On va enchaîner donc avec Loïc Gauduchon de Valenciennes. Alors Loïc, tu as participé à tu es allé voir quelle session? Alors je suis allé voir une session un peu aujourd'hui, je crois, très dense. Très dense, c'était les points clés et les nouveautés dans 4 secteurs chirurgicaux. Donc l'endométriose, le cancer du rectum, le cancer œsogastrique et œsophagien et l'obésité et la bariatrique. Vaste programme là. Hein. Voilà. Tu nous fais un petit résumé des, ouais, des je vais points essayer clés voilà. Donc en gros pour l'endométriose, je suis pas expert de l'endométriose donc je vais aller assez vite. Globalement, il faut pas hésiter à s'attarder sur la jonction iléosécale car il y a des lésions qui sont pas forcément visibles d'emblée. Donc il faut disséquer la jonction iléosécale car il y a 28% de lésions au niveau de cette jonction qui n'ont pas été vues à l'imagerie. Donc voilà, c'était vraiment le point le plus important sur la session endométriose. Et puis fermeture précoce de l'iléostomie au 8e jour de manière efficace sans augmenter la morbidité. Donc là c'est quand même des patients qui sont pris en charge dans des centres un peu spécialisés puisque l'endométriose avec atteinte digestive, souvent c'est des patients qui sont adressés par des équipes de gynécologues qui les prennent en charge. Et donc c'est vrai que c'est de la chirurgie qui est de la chirurgie fonctionnelle mais qui est de la chirurgie lourde. Comme tu l'as souligné, on met des stomies, on protège, des anastomoses difficiles et avec des complications lorsqu'il y a la chirurgie du rectum, avec des complications qui ont des séquelles fonctionnelles. Donc c'est vraiment à prendre en charge vraiment avec des gens qui ont une certaine habitude. Et comme tu l'as dit, on va jusqu'à faire des stomies assez souvent. Et comme c'est des gens qui n'ont pas de cancer, qui ne sont pas dénutris, c'est une prévention. À partir du moment où on voit qu'il n'y a pas de complications, on peut s'autoriser un rétablissement rapide. Donc ça, c'est des moments importants. Mais chirurgie spécialisée, je crois. Vraiment spécialisée. Cancer du rectum, là c'est un peu plus... Là c'est un peu plus dense. Les nouveautés, les points clés, tu as vu des choses techniques, tu as vu sur des stratégies, qu'est-ce que tu peux bon, là au niveau des séquences radio-chimio pré-op, on reste sur 45-50 degrés plus 5 fûts, 5 à 6 semaines. Et on s'autorise pour les patients âgés ou métastatiques une séquence courte sur 5 jours, 25 degrés, donc là rien de nouveau. Ensuite, Grécar 6 a montré donc 6 à 8 semaines de délai entre la fin de la radiochimio et l'intervention chirurgicale.
Au départ, il y avait un essai qui voulait comparer 8-10 versus 6-8. Et il est montré qu'en fait, le 6-8 semaines reste un standard et on doit rester dans ces critères-là. Donc là, on voit qu'il y a une grosse dynamique en France, avec notamment le Grécard et ses études randomisées avec des hauts niveaux de preuves, contrairement à ce qu'on a discuté tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment des choses qui sont validées avec des recommandations de grand A. OK. Ensuite, en ce qui concerne la conservation sphinctérienne, on a une récidive inférieure à 4% à 3 ans quand on cherche à conserver le sphincter après une bonne réponse de la radiochimio. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Voilà. Ensuite, au niveau du réservoir, a priori, l'anastomose latéraux-terminale par célioscopie montre des bons résultats fonctionnels versus le réservoir en J. Grécard 5, pas de drainage systématique, ça on est d'accord. Célioscopie possible dans le cancer du rectum, globalement. Oui, alors il y avait l'étape, l'endoscopique transanale prostatectomie, qui a priori montre des très bonnes perspectives avec diminution de la résection R1 et diminution du risque de conversion en laparotomie. Donc là, effectivement, des progrès techniques avec un impact oncologique, puisqu'on commence l'intervention par le point clé de l'opération. On commence dans la zone où on va jouer la résection R0, R1. Est-ce qu'il y a des choses un petit peu sur les résultats fonctionnels? Parce qu'on se pose la question du traumatisme anopérinéal par cette stratégie. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites un petit peu? Non. Non. On reste sur des faisabilités et résultats oncologiques. Je crois que c'est en cours. Monsieur Tuech est en train d'essayer. C'est en cours d'évaluation, parce que c'est une question qui n'est pas encore. Il va falloir du recul pour ça, mais je crois que c'est la question de l'année prochaine finalement. Okay. Alors le cancer de l'œsophage. Ensuite, donc le robot bénéfice non démontré nécessite encore des études. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne la conservation d'organes, on a abordé le sujet avec la surveillance après radiochimio. Là, globalement, le consensus Grécard 2, c'est donc exérèse locale OK, mais pour des petites tumeurs, donc T2 ou T3 N0, inférieur à 4 cm. Alors, dans Grécard 2, ils autorisent N1, mais à condition que les ganglions soient inférieurs à 8 mm. Mais globalement, là, les conclusions, c'était de dire plutôt N0. Se limiter au N0 et aux tumeurs de petite taille. Voilà pour le rectum. Alors pour l'œsophage maintenant. Œsophage, on va faire œsophage où il y avait de l'estomac. Non, œsophage. Ouais. Cancer de l'œsophage, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu alors la chirurgie de sauvetage. C'est beaucoup attardé là-dessus. Dans quel cas faire une chirurgie de sauvetage? Donc en cas de persistance tumorale après radiochimiothérapie ou après récidive loco-régionale. Donc situation difficile, des malades qui sont en échec sur le plan oncologique, d'une stratégie initiale, voilà. Et avec des chirurgies qui sont quand même plus difficiles que des chirurgies programmées, soit initialement, soit après traitement néoadjuvant, donc des malades très sélectionnés. Tout à fait. Eh bien, les conclusions sont que globalement, c'est faisable et qu'on a des très bons résultats. Donc, il ne faut pas hésiter à adresser les patients dans des centres experts, puisqu'il y a un effet centre qui a été démontré avec l'étude Frégate, et qui montre que plus le centre est de taille importante et plus on diminue la mortalité post-opératoire. On a 9,7% de mortalité à 30 jours dans les centres non experts, ce qui n'est pas négligeable. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à orienter les patients vers des centres experts. Voilà, centralisation plus. Moi, je me permettrais une remarque, c'est de ne pas arriver au biais que les malades soient pris en charge sur un traitement médical et qu'ils soient adressés qu'après échec. Il faut bien que cette stratégie soit définie au départ, parce que ça peut être un piège et un biais qu'on subit sur le plan chirurgical. Donc, il faut vraiment discuter ces malades au départ, dans les options chirurgicales ou non, et pas en dernier recours. Ça peut être un problème, en tout cas pour la prise en charge globale des malades. Mais chirurgie, là encore, je crois qu'il demande une expertise, comme tu l'as souligné, et ça qui est important, des messages clairs. OK ? Enfin, le meilleur pour la fin, chirurgie bariatrique, donc par Maud Robert. Donc explosion de la chirurgie bariatrique en France, x4 en 10 ans d'activité, donc 55 000 en 2016, représenté à 65% par la sleeve. Pourquoi ? Ah voilà, c'est terminé, vous n'aurez pas la suite.
Allez, on t'accorde quand même une minute pour finir. Pourquoi il y a plus de chirurgie Pourquoi il y a plus de chirurgie bariatrique? Il y a plus de Parce qu'il y malades, a- les structures médicales. La chirurgie a changé, c'est quoi Eh oui, ça, on n'a pas parlé pourquoi, effectivement, Parce que c'est pas c'est quand tardé même- sur le pourquoi. C'est quand même le point majeur. C'est vrai. est-ce Parce qu'il y en que a c'est plus efficace, parce qu'on a démontré qu'il y avait une amélioration sur la perte de poids, sur le diabète, une diminution de la morbidité cardiovasculaire, une diminution du risque de cancer. Voilà. Par contre, il ne faut pas tomber dans les excès. Et pour ça, elle a bien mis des limites. L'éducation préopératoire est essentielle. En effet, si le patient n'est pas suivi, on a un échec qui monte jusqu'à 5%. Donc voilà, il ne faut pas négliger. Ensuite, Très important, je crois qu'il y a le geste chirurgical, mais il y a aussi la compliance et l'éducation thérapeutique du patient. Hein. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, il n'y a pas que l'acte opératoire, hein, c'est clair. Hein. Et les progrès sont montrés dans les centres qui prennent les malades de façon multidisciplinaire, hein, pré- et post-op. Hein. C'est très important. On a aussi les doubles éjecs, je trouve que c'est le pire, c'est les gens qui... L'intervention, ils n'ont pas perdu de poids et en plus ils ont des complications chirurgicales. Et ceux-là, ils sont vraiment très difficiles après Ils sont à gérer. pénalisés, ouais. Alors un mot de conclusion chacun. Ouais. Si vous reteniez une chose, un message, tous les trois, de la session, vraiment le point qui vous a marqué le plus, en 10 secondes. En 10 en 10 secondes, c'est compliqué en 10 secondes. Qu'est-ce que tu as différents. retenu Euh, vraiment un message clair qui va impacter ta pratique? Chirurgie au cas par cas, chirurgie personnalisée, prise en charge personnalisée. Très bien. D'accord. Cyril, À l'avenir... avec- vive le robot. Vive le robot, ouais. C'est un peu biaisé. Mais je pense que voilà, c'est dans les chirurgies complexes qu'on aura besoin d'outils complexes, Ok. comme les robots. Loïc, Et moi, donc, un sujet que j'ai pas abordé, la sleeve, 30% de RGO à long terme, 17% de BO dans les études. Donc, faut pas négliger ça avec une surveillance fibroscopique au moins tous les 2-3 ans, je pense. Parce que l'explosion dont tu parles, se fait surtout en plus sur de la sleeve ces Ouais. dernières années. Ouais, tout à fait. C'est important à noter. Ok.